Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je le sais, d'habitude vous attendez les chroniques littéraires, nous n'avons pas pu nous rendre à la librairie de Citre, donc du coup je suis en direct de chez moi avec ma petite pile de livres lus pendant la pandémie, et puis je vais vous essayer de vous faire une petite sélection. Alors je voulais tout d'abord, déjà j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous tenez le coup jusqu'à la fin du confinement. Soyez sages, restez chez vous, tout va bien se passer. Bientôt, on va pouvoir sortir petit à petit avec toutes les précautions d'usage. Mais franchement, restez prudents. Je sais qu'il y en a qui sont dans les starting blocks, qui veulent absolument sortir de chez eux. Facile de dire ça quand on est bien loti et que je suis en pleine campagne avec mes chevaux. Mais un peu de patience. Justement, vous avez vu que chez Aube, nous vous proposons justement des chroniques sportives, des chroniques avec la psy, des chroniques avec Nicolas Chopin, chirurgien oncologue au Centre Léon Bérard. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite sélection de livres. Et on va commencer par un bouquin que je n'ai pas, mais je vais vous montrer mon iPad. Hop, voilà. C'est D'un cheval à l'autre. Vous voyez pas, de Barthabas. En fait, je l'ai prêté à une amie qui travaille aux écuries. Alors en fait, pour la petite histoire, j'avais entendu Barthabas chez Nagui et je savais pas trop si j'avais envie de lire le livre parce que il y a des spectacles de Barthabas que j'ai adorés, mais je trouve que l'homme est un peu rustre et que parfois j'ai un petit peu de mal avec le personnage. Et puis en fait, je me suis plongée dans la lecture du roman qui s'appelle D'un cheval à l'autre, et j'ai été très touchée et très bouleversée par cet homme, en fait, déjà par son écriture qui est extrêmement poétique, et puis deuxièmement parce que la manière dont il raconte ses rencontres avec les chevaux et l'amour qu'il a pour ses chevaux m'a vraiment bouleversée. Et puis sa manière dont il raconte le travail. Alors c'est vrai qu'il y avait des spectacles que j'avais pas aimés, où j'avais voulu sortir, on nous avait dit oui, Monsieur Barthabas n'aime pas qu'on quitte le spectacle avant la fin, mais c'était un spectacle sur la mort au Mexique et je trouvais que les tambours résonnaient dans les oreilles, c'était assez compliqué et difficile à entendre. Et là, j'avoue que j'ai été vraiment séduite par le livre. Il raconte qu'en fait, la nuit, il est insomniaque, donc ça m'a parlé aussi évidemment. Mais il se lève, il va voir ses chevaux, il va voir comment ils dorment, parce qu'en fait, quand ils dorment, il comprend leur âme, et quand il comprend leur âme, il sait ensuite comment les faire travailler. Il raconte aussi que son cheval fétiche, sur lequel il n'est jamais monté pendant un spectacle, eh bien, une nuit, il décide au petit matin, à l'aube, de se rendre dans les écuries, il monte sur son cheval, et il part en balade, sans le dire à personne. Et c'est des petits moments comme ça qui sont juste magique. Donc vous qui commencez à aimer et apprécier les chevaux, je vous conseille ce bouquin juste magnifique parce que franchement voilà, il est bouleversant et très très bien écrit. Alors ensuite, je voulais vous parler de 9 parfaits étrangers, non pas pour vous dire de lire, mais pour vous dire de ne pas lire. Pourquoi? Parce que j'adore Liane Moriarty. Elle a écrit, vous savez, la série télévisée à succès avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, qui s'appelle Big Little Lies. C'est juste génialissime. C'est toujours des interactions entre différents personnages. Elle a écrit, je vous dis, il y a Le secret du mari, il y a également À la recherche d'Alice Love, c'était juste extraordinaire, une nana qui perd la mémoire et qui se souvient plus du tout de ce qu'elle a vécu, si elle est mariée, divorcée ou etc. Juste extraordinaire. Et celui-là est franchement, voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement envie. C'est l'histoire de personnages qui se retrouvent dans une maison de santé pour faire une espèce de détox, pour revenir à une espèce de quotidien plus posé, plus zen. Et en fait, c'est super chiant. Donc voilà, je vous le déconseille, surtout que c'est un énorme pavé. On se demande à quel moment ça va décoller et en fait, ça décolle jamais. Donc si vous êtes fan de Liane Moriarty, je vous conseille plutôt de relire les autres, mais de ne pas lire celui-là. Next one. Alors celui-là, c'est un de mes coups de cœur. Sandrine Colette, je l'ai découverte, je crois l'été dernier où j'ai commencé à lire Animal. Et puis ensuite j'ai lu tous ses romans presque. Des nœuds d'acier, il reste la poussière, les larmes noires sur la terre. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai commencé ce bouquin qui s'appelle Et toujours les forêts au tout début de la pandémie. Je l'ai ouvert et en fait, ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes qui sont étudiants, ils ont une vingtaine d'années.
Et ils ont l'habitude de descendre dans les caves pour boire un petit peu, pour rigoler, pour se raconter des histoires. Et un jour, ils entendent un énorme tremblement de terre. Et quand ils remontent à la surface de la terre, tout est brûlé, tout est calciné, c'est la fin du monde. Et commence pour le héros un véritable périple à la recherche de celle qu'il considère comme sa mère. Et c'est très dur, c'est la nature qui a repris le dessus, on sait pas forcément pourquoi. C'est très dur, c'est très beau, c'est très fort. Donc voilà, ça s'appelle Et toujours les forêts et je vous le conseille, de Sandrine Collet. Bon, alors celui-ci, je vais vous en parler, mais évidemment, vous en avez entendu parler. Le consentement de Vanessa Springora, qui est une journaliste également. Le pitch, vous le connaissez, c'est l'histoire d'une adolescente de 14 ans qui se laisse séduire par un célèbre écrivain et qui croit vivre une histoire d'amour. Donc c'est l'histoire d'un prédateur sexuel, c'est la thématique d'aujourd'hui, on parle énormément de ça. C'est magistral parce que c'est extrêmement bien écrit. C'est extrêmement bien écrit dans la manière dont ce prédateur va se positionner comme un séducteur. Et comme la jeune fille ne se voit à aucun moment comme une victime. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Et franchement, voilà, c'est extrêmement bien écrit. Bon, je vais pas vous en faire des tonnes parce que de toute façon, tout a été dit, écrit. Elle est passée sur toutes les télés, les France Inter, toutes les radios, etc. Et voilà. Et on m'avait dit effectivement, il est à lire justement parce qu'il est très bien écrit. Et je confirme, il est super bien écrit. Donc, en fait, le problème de ce bouquin, c'est que vous commencez et vous le finissez dans la soirée, quoi. Alors, ça tombe bien quand on est insomniaque. Ça aide. Voilà, le consentement. Après, Les choses humaines de Karine Thuil, que j'ai trouvé plutôt pas mal. C'est l'histoire d'un couple qui forme un couple de pouvoir, là, et un célèbre journaliste politique français, et son épouse Claire, qui est connue pour ses engagements féministes. Et c'est un peu on peut pas dire le décrescendo, mais le couple qui tout d'un coup va se séparer, un couple qui a grandi ensemble, mais qui a été attiré aussi par le pouvoir, par l'image. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous fait aussi nous poser des questions. C'est bien écrit. Elle a eu pas mal de prix aussi. C'est pas un roman, c'est pas le roman qui m'a marqué pendant cette pandémie. On va pas dire ça. Je sais pas d'ailleurs si je devais vous choisir un roman. Je me demande si ce serait pas Le consentement et le bouquin de Barthabas quand même. J'avoue, je sais pas. Je suis en train d'en lire un autre qui a l'air plutôt pas mal. Mais voilà. Donc les choses humaines. Ensuite, nous allons parler de Karine Diebel. Et là, Karine Diebel raconte la passion. La passion, la vraie, extrême, sans limite, sans règles. C'est une histoire de pouvoir entre une jeune femme qui commence sa carrière de flic et un flic déjà installé. Alors, pareil, Karine Diebel, moi je suis une méga fan, sauf pour ses derniers livres. Alors, je vais vous dire quand même le livre que j'avais adoré et qu'il faut absolument lire si vous devez en lire un de Karine Diebel, c'est Meurtre pour rédemption. Il a été écrit en 2006, qui est absolument fabuleux. C'est aussi l'histoire d'une passion, c'est aussi une histoire de pouvoir, c'est aussi c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien détaillé, bien fourni, c'est magique. Celui-là, c'est pareil, c'est un peu comme le Liane Moriarty, on se demande à quel moment ça va décoller en fait. Et puis évidemment, on sait jusqu'où ça va aller. Pas exactement, parce qu'en fait, chacun des deux personnages, à un moment donné, est interrogé chacun dans un endroit et bizarrement raconte la même histoire au même rythme, avec quelques petites différences. Donc c'est pas inintéressant, mais on se dit à un moment donné, hop, allez, oui, ça va décoller un moment, mais on sait pas exactement quand, et finalement, on s'est quand même tapé en pavé, et peut-être qu'on aurait lu quelque chose d'un tout petit peu plus puissant. Voilà. Surtout que j'attendais de Karine Diebel un truc vachement fort, parce que pour moi, c'est une nana qui écrit super bien, et qui a des intrigues juste géniales. Et c'est vrai que, je sais pas combien de livres j'ai lu d'elle, mais je crois que j'ai tout lu aussi. Ouais, Juste une ombre, Les morsures de l'ombre, comment il s'appelle aussi, Chien de sang, je crois. Enfin bref, Le purgatoire des innocents. C'est une super auteure, mais ce livre est pas extraordinaire. Voilà. Florent Oiseau aussi, Les Magnolias, c'est l'histoire
d'un gars. Donc on dit, le pitch, c'est il y a des gens dans la vie dont l'unique préoccupation semble imaginer des noms de poneys. Alors évidemment, c'est pour ça que ça m'a parlé. Hein. C'est un peu un loser, Alain, la quarantaine, qui a une pseudo carrière d'acteur, et en fait il faut pas grand chose à part aller s'occuper de sa grand-mère dans une maison de retraite. Donc c'est plutôt cette relation là qui est intéressante, et puis ce parcours de ce gars qui a pas grand chose à dire, pas grand chose à raconter, mais c'est marrant parce qu'en fait ça se lit assez vite et on se laisse assez bien porter par le truc. Mon coup de cœur, Tara Tari de Capucine Trochet. Je sais pas si vous voyez bien là avec le reflet. Ce livre va vous parler énormément. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est également journaliste, qui depuis toute petite lutte contre une maladie auto-immune dont elle ne connaît pas le nom, mais ce qui fait qu'elle se retrouve régulièrement à l'hôpital avec un poignet déplacé, une jambe cassée, enfin bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et ces os ne tiennent pas en fait, mais c'est pas la maladie des os brisés, hein, c'est un autre nom savant qui de toute façon ça servira à rien que je vous l'explique, parce que c'est une maladie pour lesquelles il n'y a pas de recherche pour l'instant, parce qu'il y a très peu de cas. Et au bout de 3 ans d'hôpital, on la fout dehors, elle a une trentaine d'années. On lui dit, bah, de toute façon, on peut plus rien faire pour vous. Elle souffre énormément, elle prend tout le temps des médocs, etc. Et puis elle dit, bah, de toute façon, je vais récupérer un bateau qui vient du Bangladesh, qui a déjà fait des courses, et je vais parcourir l'Atlantique avec. Ce bateau s'appelle Tara Tari, et comme nous, les chevaux nous ont aidés à traverser la maladie, ce bateau va l'aider, elle, à se reconstruire, puisqu'en fait, elle va décider de traverser l'Atlantique avec ce bateau. Et il y a des moments qui sont juste magiques. Alors, attendez, je vais vous expliquer, je vais vous lire un tout petit passage, si je le trouve, évidemment. Si, là. C'est trop beau. Alors déjà, elle raconte sa maladie. Hein. La maladie est chronique. Elle est en moi tout le temps, depuis et pour toujours. La violente crise que j'ai eue lors de mon hospitalisation Kerpapé nous a permis d'ouvrir les yeux. Je peux être clouée au lit ou dans un fauteuil roulant, comme je peux réussir à marcher un peu. Cela dépend des jours. C'est la surprise à chaque réveil, et la situation peut changer d'un moment à l'autre. Les poussées peuvent durer des jours, des semaines, des mois. Il n'y a pas vraiment de règles ni de raisons logiques ou émotives. Les nuits sont rarement reposantes. Les médicaments peu efficaces. Donc ça, c'est ce qu'elle raconte de sa douleur. Maintenant, je voudrais vous lire un passage où elle raconte quand elle est en mer. Lundi 24 décembre, nous progressons au large de l'île de Fuerteventura, glissons vers le sud. Le vent s'estompe au fil de la journée et je profite d'un moment de calme pour me mettre à l'eau et vérifier la tenue de ma réparation du safran. Je vais courir un bout dans l'eau pour ne pas me désolidariser du bateau, tout semble tenir bon. Je nage quelques instants pour le plaisir et puis je me hisse à bord. Max se met à l'eau à son tour. Pour le plaisir, rien que pour le plaisir. Nous ne nous attardons pas, la lumière dorée du soleil couchant sonne l'heure du repas pour les animaux de l'eau. Le vent et le soleil s'endorment ensemble au loin, au creux d'un volcan. Tara Tari dérive au gré des flots au repos. Une grande tortue qui nage en surface s'approche. Bonsoir, jolie tortue. Un peu plus loin, des oiseaux s'agitent, plongent pour attraper quelques poissons chassés par un banc de dauphins. Qui des oiseaux ou des dauphins a repéré les poissons en premier? Ils s'entraident. Tout paraît si bien orchestré. Nous observons avec discrétion. Il semble que Tara Tari ait reçu la permission d'être là. Un geyser d'eau interrompt le silence. Une baleine là. Oh, une autre et encore une, là, elles sont au moins 6 immenses. Elles soufflent, plongent, refont surface. Je compte 5 à 10 minutes entre 2 souffles d'une même baleine. 27 espèces de cétacés ont été recensées dans l'archipel, baleines pilotes, grises ou tropicales. Nous avons fait plusieurs rencontres et apprenons beaucoup. L'une d'elles ce soir attire mon attention. Elle semble bien plus grande que les autres. Sa taille, sa couleur, sa nage dorsale, s'agirait-il d'une baleine bleue ? Peu probable. Le rorqual bleu, le plus grand de tous, est de plus en plus rare et se trouve dans des latitudes plus au nord. Mais cette baleine est tellement imposante, bien plus que le rorqual gris. Le monde bleu me fascine, il y a tant à apprendre. Voilà, ce bouquin, c'est l'histoire d'une résilience, c'est l'histoire d'une passion, c'est l'histoire d'une femme qui se dit je vais pas me laisser mourir comme ça, même si sa maladie n'est pas mortelle, mais je vais pas me laisser enfermer dans un hôpital et je vais avancer. Et franchement, à des moments, elle surmonte des mers avec des vagues gigantesques, des vents hyper violents, des tempêtes. Elle a une force de vie. J'espère qu'un jour on la rencontrera pour eux parce que franchement, top. Voilà.
Et puis un petit mot de cinéma pour terminer. Alors, pour vous parler cinéma, je vais donc lire un tout petit peu parce que ce film s'appelle Seven, Gogustaki Muzici. C'est un film turc. Alors en fait, c'est toutes mes copines qui m'en ont parlé, m'ont dit Anna, t'as pas vu ce film, il faut absolument le voir, il est sur Netflix en ce moment. C'est l'histoire d'une petite fille et de son père handicapé. Une belle histoire d'amour et où tout d'un coup tout va basculer et on pourrait dire que ce film est un véritable chef-d'œuvre. Et si vous avez envie de lâcher un peu du lest, de pleurer, parce que par moments ça fait du bien de pleurer, et ben vous allez en avoir, vous allez réellement pouvoir pleurer parce qu'on pleure toutes les larmes de son corps. La gamine est juste magnifique, l'acteur est juste magnifique. Évidemment les critiques spectateurs sont plus 5 étoiles sur Allociné et autres. Neydi? Ölen kız, sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Baba? Baba! Baba İdam. Hay ben böyle kaderim. İçine sıçayım lan. Hiçbir şey gelmez elden. İstemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Baba! Sen cennete gidersen bana kim bakacak? Et puis après peut-être un petit mot aussi sur le film avec Daniel Craig, À couteau tiré, qui est un film plutôt rigolo, très bien foutu, une espèce entre Agatha Christie et Columbo. C'est l'histoire d'un écrivain hyper célèbre qui meurt et on ne sait pas qui l'a assassiné ou si il s'est suicidé. Donc il y a une belle brochette d'acteurs, on va de rebondissement en rebondissement et franchement on passe un très bon moment. You think one of his family killed? Is that what you're suggesting? You all love twisting the knife into one another. Up your ass. Oh, very nice. Matter of fact, eat shit. How's that? Eat shit, eat shit, eat shit. Definitely eat shit. Voilà, c'était ma petite chronique culture puisque vous n'avez pas pu en avoir depuis la librairie de Citre. Donc voilà, moi j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous aussi vous avez des idées de bouquins, des choses que vous aimeriez voir présenter, et ben vous pouvez nous les envoyer, je peux les lire. Vous pouvez vous-même nous proposer des petites chroniques, hein, why not. S'il y a des films ou des livres qui vous ont vraiment tenu à cœur, vous me faites une petite vidéo et on peut la passer sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Toujours rester chez vous. Vous avez de quoi lire là, on est d'accord? Vous avez de quoi lire. Et puis je vous dis à très bientôt puisqu'on recommence les chroniques à peu près au rythme d'1 à 2 par semaine. D'ailleurs, vous allez voir qu'on va changer un petit peu le format de l'émission. Justement, au lieu d'émissions longues, on va vous proposer régulièrement des formats beaucoup plus courts. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Salut! Profite de chaque instant.